Oui, c'est là, la peine de crier. Il faut le silence pour m'entendre. Bon, je fais résonner ce bol et jaillir une source. L'onde radio d'une fréquence de 93 300 000 Hz vous traverse. Vous êtes sur Radio Campus. Bonsoir chers auditeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la première émission de la saison. C'est aussi la rentrée pour l'émission Espiritula, l'émission de Radio Campus consacrée à l'ésotérisme. Moi j'ai envie de dire, pour être ambitieux, à la science initiatique aussi, tout ce que ça représente. Vous pouvez retrouver l'émission également sur Facebook et YouTube en vidéo. Il suffit de taper sur la barre de recherche Radio Espiritula Radio Campus et vous devriez trouver. Alors, aujourd'hui, on va parler de spiritisme et on va commencer déjà par définir ce que c'est que le spiritisme et avec deux invités spécialistes dans la matière, quand même, ça, avec de l'expérience, Monsieur Faverdin et Monsieur Sarad. Bonsoir. 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 Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement ? Bonsoir, Philippe Sarad. Donc, je suis médium et magnétiseur. Médium depuis tout petit, mais on y reviendra peut-être après. Et voilà, c'est ma profession. Donc, Alors, Guy Faverdin, moi je m'occupe d'une association spirituelle qui invite des conférenciers et des médiums depuis 11 ans maintenant. Donc j'ai eu l'occasion de beaucoup fréquenter ce milieu du spiritisme. Et évidemment, je suis passé à la pratique tout à fait naturellement. Et aujourd'hui, je pratique le spiritisme sous diverses formes. Il arrive que je fasse du guéridon, mais c'est essentiellement du Ouija, ce que l'on appelle la planche Ouija, et l'écriture inspirée. D'accord, l'écriture inspirée. Oui, on développera un petit peu tout à l'heure si tu veux. Il y a une toute petite différence quand même entre l'écriture automatique et l'écriture inspirée. C'est tout simplement l'une précédant l'autre. Et c'est un peu la différence que vous avez aussi, vous deux, dans vos pratiques. Ça rejoint dans le côté médium par incorporation. Et c'est l'écriture automatique, ça rejoint plus la médiumnité par Je pense qu'on parlera des différents types de médiumnité. En fait, chaque médium utilise l'outil qui lui convient le mieux. Et l'outil peut être matériel, mais il peut être aussi uniquement spirituel. Philippe reçoit des informations de façon auditive ou par incorporation ou en fait, tous les sens peuvent être concernés par la médiumnité. Voilà. Tous les médiums sont différents, tous ont un ou plusieurs façons de recevoir des informations ou des messages. Chez moi, ça passe... alors, je ne suis pas un clairvoyant, c'est-à-dire j'ai très rarement des images, mais par contre, chez moi, ça passe par l'auditif. Ça passe par l'olfactif, je peux avoir des odeurs qui passent, ou effectivement par un moyen qui est un peu plus rare dans la médiumnité, c'est l'incorporation. C'est-à-dire que l'âme qui vient se présenter à nous sur son choix va prendre ma place quelque part, donc va parler directement à la personne que j'ai en face de moi. D'accord, merci. Donc il y a aussi Thibaut, tu es toujours là, donc oui. Oui, alors bonjour, oui, donc je suis Thibaut Didelot, j'interviens ici pour Radio Campus pour permettre de ces échanges sur tout ce qui est les sciences occultes et puis ce monde mystérieux. Moi, je suis donc psychologue et j'interviens avec des outils donc, qui sont la méditation, l'hypnose et le reiki pour guider aussi les gens dans un plus grand bien-être, une meilleure appréciation de leur quotidien. Et j'interviens, moi, à titre de personnes qui s'intéressent à ces domaines-là. Je ne suis pas du tout expert là-dedans, je ne connais pas particulièrement, c'est juste que ça fait quand même une dizaine d'années que je me renseigne sur ces différents sujets, que je me suis formé. Du coup, j'ai un œil un peu plus averti, on va dire, que le commun des mortels.
Ce que j'aimerais présenter au début pour qu'on rentre vraiment dans le thème du spiritisme, c'est vraiment qu'on revienne sur l'historique de d'où le spiritisme peut venir. Donc pour faire cet historique, j'aimerais revenir au niveau de l'idée que la spiritualité, elle est intrinsèquement liée aux premiers hommes. On peut remarquer, il y a 30 000 ans déjà, des peintures rupestres ou autres retraçant une forme d'art que beaucoup relient justement le fait que la pratique artistique soit de prime abord une pratique spirituelle. Car, comme on peut le voir avec beaucoup d'artistes de notre époque, il y a dans l'expression des artistes une forme d'inspiration qui les dépasse. C'est-à-dire que si on reprend par exemple Isadora Duncan, qui était une danseuse du siècle dernier, qui est morte, je crois, en 1980, si mes souvenirs sont bons, elle disait que ce n'était pas elle qui dansait, mais c'était qu'un mélange d'air et de lumière qui dansait en elle. On a l'idée d'une inspiration qui dépasse la propre personne. Et l'artiste est un peu ce médium, on va dire, entre quelque chose de sacré qu'il essaye de montrer aux profanes à travers son expérience artistique. Et cette logique, cette vision des choses, on va dire, va rejoindre la religion, notamment par exemple à travers toute la religion égyptienne, où il y avait par exemple une dichotomie entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc l'esprit avait la notion, il s'appelait le ba, et l'âme s'appelait le ka. Et lorsque le défunt était enterré, il y avait tout autour de lui des représentations pour indiquer justement le chemin qu'il devait faire pour rejoindre l'autre monde. Et que si ce chemin était mal fait, il pouvait rester comme une âme errante ou des choses comme ça. Cette vision des choses, on va dire, d'un esprit qui continue son chemin après la mort, va se prolonger et va continuer son parcours, à mon sens, jusqu'à la ressurgence au niveau du spiritisme qu'on va trouver au niveau du milieu du 19e siècle avec Allan Kardec, où là, on peut le voir très bien expliqué dans le film justement sur Kardec, où il y a ce côté où tu n'es que poussière, qui est resté beaucoup trop prépondérante avec la religion chrétienne qui a pris le pouvoir par des prises de pouvoir cléricales, et qui propose une vision du monde un peu peut-être réductrice pour beaucoup de personnes qui, grâce au spiritisme, vont, à mon sens, retrouver un sens à leur vie, une sensation intérieure, leur âme, finalement, vont essayer de nommer tout ça et reprendre finalement ce lien avec cette culture animiste qui s'est un peu fait, on va dire, s'est fait camoufler par la prise de pouvoir chrétienne qu'il y a eu au IVe siècle après Jésus-Christ avec le concile de Nicée, où finalement tout l'Empire romain a pris le pouvoir, que ce soit au niveau religieux et au niveau militaire, où il y a eu une prise de pouvoir au niveau des dogmes chrétiens qui se sont réduits finalement à une hiérarchie cléricale. Et Kardec, en arrivant et en écrivant justement le livre des esprits, à mon sens, a rappelé cette âme, cet esprit qui vit à l'intérieur du corps et a permis à beaucoup d'êtres humains justement de se connecter à quelque chose de plus grand que soi, notamment à travers les guéridons d'abord, mais après à travers plein d'autres outils qui vont se développer suite à son livre, son ouvrage, et qui vont reprendre un peu plus de visibilité au cours de nos jours maintenant, où on peut voir de manière plus apparente, on va dire, tous ces dons, toutes ces capacités qui relient, on va dire, à l'esprit. Je ne sais pas si ce rapide aperçu historique vous a convenu. Je pense qu'il faut juste rajouter aussi la situation géopolitique de l'époque. Quand Kardec sort le livre des esprits, nous sommes dans un monde qui bascule dans le matérialisme. On est en pleine explosion industrielle, en avancée technique phénoménale. Et le monde occidental bascule effectivement dans quelque chose de très matériel. Et Allan Kardec et tout le mouvement spirit à l'époque essaient de se détacher et de montrer qu'il existe une spiritualité, qu'il existe une survivance de l'âme, donc autre chose que le matériel dans lequel on avance. J'aurais juste envie de rajouter qu'à cette époque-là, il y a une forte emprise religieuse à laquelle il est obligé de s'accommoder, à savoir qu'il est obligé d'utiliser des termes religieux de l'époque, alors que lui-même ne l'était absolument pas, mais il était en controverse avec ce monde-là. Et j'ai juste une petite précision à apporter.
sur la chronologie de la connaissance des contacts spirites. Il se trouve que 2 ans avant la publication d'Alan Kardec, Victor Hugo concluait ses 2 années de spiritisme sur l'île de Jersey, desquelles sont sortis 4 recueils qu'il a appelés les tables, qui ne sont que les procès-verbaux de soirées quasi quotidiennes de communication avec les esprits, et des esprits que l'on peut qualifier d'élevés, pour ce qui est de notre appréciation terrestre, des Cervantes, des Shakespeare, des Diderot. Oui, enfin, la liste est excessivement longue. Et le livre qui en est sorti, qui s'appelle Le Livre des Tables, est précurseur dans le sens où il exprime des véritables communications dans leurs détails. Par contre, il faut redonner à Alan Kardec ce qu'il mérite, c'est Alan Kardec qui a codifié le spiritisme. La différence entre les deux, c'est que Victor Hugo avait des ambitions politiques, que l'on connaît moins que ses qualités d'écrivain, mais qui étaient en fait le vrai sens de sa vie, puisque s'il était exilé, il y avait bien des raisons pour ça, et que pour ne pas avoir d'inconvénients à subir dans sa carrière politique, il a préféré demander à sa famille de ne pas publier ses tables de son vivant. Mais c'était quand même en 1853, de 53 à 55, qu'il a pratiqué sur son île de Jersey avec les tables tournantes de l'époque. Donc lui, on peut faire du coup continuer avec faisant un rapide descriptif des différentes techniques. Donc là, tu parles de plaques tournantes. Table tournante, pardon. En fait, ou guéridon, c'est la même chose. Oui, en fait, le guéridon, c'est une petite table, en fait. Hein. C'est le principe de la communication spirit, c'est que l'esprit qui a envie de se manifester met en forme une énergie, et cette énergie a un effet. Alors, c'est un effet qui peut être matérialisé par des sons, des bruits, du mouvement d'une goutte sur une table Ouija, d'un crayon, etc. Et à l'époque, ils étaient dans l'inconnu total, puisque en fait, c'est les Sir Fox aux États-Unis qui avaient mis en évidence ces phénomènes de bruit, de consonance qui avaient un sens, c'est-à-dire qui transmettaient des messages. Et le fait de se réunir en novices faisait que le plus naturel, l'outil le plus naturel qu'ils pouvaient utiliser à l'époque, c'était les tables, tout simplement parce qu'ils pouvaient s'asseoir confortablement autour et puis rejoindre leurs mains. Mais en fait, avec le temps, ça a vite évolué. Les tables sont passées à la dimension de guéridon, c'est-à-dire au lieu d'être 7 ou 8 autour d'une table, 2, 3 personnes suffisent pour réunir ses mains autour d'un guéridon, et on a le même effet. C'est très simple, c'est des coups frappés, donc il y a des symboles à mettre en place, un coup pour oui, 2 coups pour non, mais ce ne sont que des exemples. Puis après, la liste des lettres en fonction de leur rang dans l'alphabet, et ça donne des messages, mais c'est très long. Sont venues des techniques après beaucoup plus évoluées. On a parlé d'écriture automatique. Dans ce cas-là, c'était vraiment de l'écriture automatique, où le crayon n'était même pas tenu par le bras des médiums. Mais on a aussi vu l'émergence des tables Ouija, qui ont plusieurs formes d'ailleurs, hein, des formes plus variées que celles que nous connaissons aujourd'hui. Mais le principe étant d'avoir déjà des lettres inscrites quelque part, et un outil qui peut aller d'une lettre à l'autre. Donc c'est déjà beaucoup plus rapide que de compter des coups pour obtenir des lettres. Et ça donne vraiment très rapidement des messages. Les séances sont quand même un petit peu plus longues. Puis après, on a diversifier la méthode, c'est-à-dire que les esprits pouvaient directement transmettre leur information à des médiums qui n'avaient pas besoin d'outils particuliers, à savoir ni table Ouija ni écriture, et on se retrouve en présence de médiumnité qui ressemble donc aux pratiques de Philippe ici à côté. Enfin, sachant que les médiums, on en retrouve quand même des traces depuis les origines de l'homme, hein. Dans la Grèce antique, dans la Rome antique, on parle de la Pythie, vous prenez n'importe quel texte et on trouve toujours des traces de personnes comme ça, captant et discutant avec le monde de l'au-delà. Ça fait un peu le sujet de l'émission qu'on a fait juste avant sur le chamanisme, en fait. Voilà, pour ceux qui veulent voir sur Facebook. D'accord. Elle est en ligne. D'accord. Enfin oui, mais voilà, c'est juste pour dire que les médiums en tant que tels ne sont pas apparus dans les années 1900, 1850, mais existent depuis que l'humanité existe. Bonne précision. Est-ce que tu pourrais revenir sur du coup là, le médium par incorporation ?
Oui, la médiumnité par incorporation. Alors là, par contre, effectivement, quand on prend l'histoire du spiritisme, on en trouve beaucoup de traces. Il y a même des photos qui, bon, après certaines sont soumises à discussion parce que on sait aussi que il y a eu un effet de mode et que du coup il y a eu des charlatans qui ont abusé de ça, comme toujours par rapport à toute technique où on a besoin où il y a quelque chose d'inconnu et d'incompréhensible. Mais donc la médiumnité par incorporation, effectivement, c'est accepter, avoir l'humilité de laisser sa place. Donc, si je dois décrire comment ça se passe, en général, je commence à sentir une pression dans ma colonne vertébrale qui va être le signe que l'entité avec qui je suis en contact, parce que je la sens déjà, parce qu'elle discute déjà avec moi, va vouloir parler directement avec la personne que j'ai en face. Donc dans ce cas-là, le signe qui, dans mon cas, parce qu'encore une fois, chaque médium est différent, est là, c'est une espèce de pression sur la colonne vertébrale. Et donc dans ce cas-là, il faut que moi je sois en lâcher prise, mais vraiment pour laisser passer cette énergie qui, en fait, envahit. Et ce qui est de très, très étonnant pour moi, et ça m'a toujours, au début, ça m'a vraiment interloqué et passionné en même temps, c'est de voir que quand une âme prend ma place pour discuter avec une personne en face, la personne en face de moi change immédiatement de regard, de position, parce que la personne se rend compte énergétiquement, immédiatement, que ce n'est plus moi qui suis là. Ça se passe dans le regard, ça se passe dans le positionnement. J'ai une dame une fois de 83 ans, sa maman a pris la place et lui a parlé directement, et au premier mot prononcé, cette dame s'est effondrée en larmes. Et pourtant, c'est moi qu'elle avait en face. Mais et elle me l'a dit en après, larmes de joie, en larmes de tristesse, en larmes de soulagement. C'est un peu un mélange de tout, hein. C'est tristesse, non, mais c'est imaginez-vous des retrouvailles, voilà. Mais immédiatement, alors ça s'explique, hein, parce qu'en énergie, je suis magnétiseur aussi. En fait, on a tous notre signature énergétique. Ce qui fait que autant on a notre ADN propre qui nous définit, notre identité énergétique, c'est notre vibration personnelle. Donc quand on est en contact avec quelqu'un qu'on connaît, notre énergie connaît cette énergie qui est à côté d'elle. Et quand on quitte ce corps, notre signature énergétique reste la même. Donc quand un défunt vient auprès de nous pour nous contacter, pour juste des fois nous dire « Salut, je suis là, je vais bien », en fait, notre âme, notre énergie reconnaît sa signature. C'est comme ça que les gens savent immédiatement, spontanément, qui ils ont en présence. J'ai l'impression que cette incorporation et même cette rencontre se fait avec une grande émotion, qu'elle ne peut pas être exempte. Voilà. Toujours. Autant pour... Enfin, oui, j'allais dire autant pour moi, oui, parce que même si je suis en retrait, il y a deux types de médiums par incorporation. Il y a ceux qui perdent conscience et tout se passe et ils reprennent conscience quand l'esprit est parti de leur corps. Et il y a les médiums par incorporation comme moi qui sont là, comme si j'étais un peu en retrait, comme si je faisais quelque chose en écoutant la radio en fond, et donc je capte quelques mots comme ça, mais je ne suis pas concentré sur ce qui se dit. Donc je ne vais pas pouvoir avoir le message complet qui a été délivré, mais j'ai quelques mots comme ça qui vont me rester. C'est comme si j'assistais à une scène d'un peu loin, en fait. Donc forcément, il y a une émotion interne, parce que cette énergie, je la sens, je la ressens, et c'est jusqu'à maintenant, les incorporations se sont toujours faites soit par des défunts qui ont déjà une avancée spirituelle, donc qui ont cette capacité. Il faut expliquer quand même quelque chose, c'est que rentrer dans le monde matériel, pour les esprits, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que ça demande un effort de rentrer dans la matière, c'est-à-dire de baisser leur fréquence. Plus on est dans la matière et plus la fréquence est basse. Donc, entrer dans un corps vivant
ça demande d'avoir vraiment une grosse dose d'énergie. C'est pour ça que des esprits qui n'ont pas cette capacité ne vont pas être en mesure de le faire. Mais quand on a quelqu'un qui a déjà cette avancée spirituelle ou un guide qui est donc sur un autre plan énergétique, forcément, une fois que j'ai cette énergie en moi, oui, ça me bouleverse. C'est comme si chacune de mes cellules se remplissait d'une énergie qui me dépasse. Moi, j'ai envie de rebondir sur ta question de l'émotion. Il y a un outil dont j'ai pas oublié de parler tout à l'heure qui s'appelle la TCI, qui est l'usage soit de magnétophone, soit de télévision, soit d'ordinateur, soit maintenant de smartphone, qui révèle des images reconnues ou des messages audibles qui sont reconnaissables. Et en matière d'émotion, évidemment qu'un appareil, il faut un médium quand même intermédiaire qui fasse fonctionner l'affaire, mais le médium là ne ressent pas la même émotion que celui qui est incorporé ou qui transmet un message. Par contre, la personne qui est en face reconnaît, et on ne sait pas pourquoi ni comment, reconnaît la personne qui s'exprime. Les messages sont souvent très courts en TCI. TCI, c'est transcommunication instrumentale, mais ils sont d'une telle profondeur et d'une telle netteté qu'ils sont excessivement révélateurs et bouleversants pour la personne qui est en face. Mais c'est une émotion constructive. Qu'on revienne dessus pour bien peut-être expliquer comment ça se trame, si j'ai bien compris. C'est par exemple, on prend une télévision, on la met sur une fréquence où c'est très assuré. C'est ça? Expliquez-nous plus en détail pour qu'on se fasse une idée. Les effets que l'on revoit sur les télévisions ou sur les ordinateurs ne sont généralement pas des effets attendus ou demandés, sauf lorsque l'on a affaire à des cercles spirites spécialisés comme on en a sur Paris notamment. Mais la TCI la plus utilisée, c'est la TCI audio. Et là, on met en scène une volonté, une intention de recevoir des messages. C'est-à-dire qu'on va avoir un bruit de fond. Au lieu que ce soit un grésillement sur un écran, c'est un bruit de fond. Communément utilisé, ce sont des voix de radio étrangères à consonance allemande. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait que les fréquences utilisées par ces radios soient facilement détournables, en fait, par l'esprit qui a envie d'utiliser ces fréquences pour s'en servir. En fait, elles sont modulées, elles sont modifiées. On a aussi des bruits de fond sous forme d'eau, de robinet qui coule ou de rivière dans la montagne, pour avoir un système de fréquences transformable également. Et au milieu de ça, l'esprit arrive à donner des informations très brèves généralement, et il faut l'oreille exercée du médium dans un premier temps, parce que au bout d'un certain temps, c'est très audible même par les gens qui ne sont pas médiums. Mais pour arriver à détecter le petit bout de message dans un bruit qu'il faut réécouter, et ça demande des heures parfois de travail entre l'enregistrement et la réécoute, il faut quand même avoir cette oreille un petit peu exercée. Mais là, ce n'est plus une voix humaine qui est entendue, puisque c'est un trucage qui est réalisé par l'esprit, mais ça a été analysé par des sociétés, plein de sociétés ont analysé ces phénomènes-là. Mais ce qui est important, c'est l'intonation, c'est le caractère qui est reconnu par la personne qui écoute et qui est directement concernée, bien entendu. Une maman qui a perdu son enfant et qui n'entend que « je t'aime maman », va être complètement bouleversée parce qu'elle sait que c'est son enfant, alors que nous, on entendra le même mot, mais on ne sera pas, bien entendu, sous la même émotion. Le sens, en fait. J'ai l'impression que, du coup, ce qui fait vraiment écho, c'est tout le sens que la phrase va avoir dans la logique de la personne. C'est un peu comme une phrase qui révèle, en fait, tout un pan caché de la personne, de sa psyché. Je ne parlerai pas de logique, je parlerai plutôt de l'inverse, justement, que la logique. La logique fait appel à une analyse, à une interprétation d'un signe ou d'un message. Or là, on est dans le langage du cœur, un langage qui vient de plus profond, de la conscience intérieure, et on est vraiment dans le ressenti et dans l'intuition. C'est-à-dire que si on met en place toute cette mécanique d'analyse, on va casser le sens profond, on va passer à côté, on va s'occuper du comment, et on va complètement oublier le pourquoi, et on ne va pas comprendre le message. C'est un petit peu la difficulté de la médiumnité aujourd'hui et du spiritisme en règle générale, c'est qu'on a des scientifiques ou des gens qui, sans être scientifiques, sont des chercheurs, qui veulent tout de suite
une analyse et des résultats d'une analyse. Donc en fait, c'est comme si on construisait une citadelle, une barrière infranchissable avec des règles à respecter. Et comme le spiritisme et toutes les pratiques spirites, quelle que soit la médiumnité utilisée, ne rentrent pas dans ce cadre de pensée, dans ces règles, pour ceux qui cherchent, ils ont beaucoup de mal à trouver des réponses puisqu'ils n'autorisent pas l'information à venir. Ressentir une émotion avec son cœur, je vous défie d'en faire une équation. Alors, je propose qu'on va faire une première pause musicale. Tout à l'heure, on parlait de personnalités qui s'étaient intéressées au spiritisme. Je ne sais pas si vous savez que Françoise Hardy aussi s'est intéressée au spiritisme, notamment avec une médium brésilienne. Et donc, cette pause musicale, on va la faire avec Françoise Hardy et la chanson « Tant de belles choses ». Est-ce que vous savez la suite ? Tant de belles choses. Peut-être, non ? Je suis pas certain. Je vous dirai après. Tant de belles choses à nous dire. Donc c'était Tant de belles choses, tout court. Voilà, c'était le titre de la chanson. Parce que tant de belles choses à nous dire, ça c'est ils ont tant de belles choses à nous dire. Ça c'est le titre de votre premier livre, de ton premier livre, Guy Faverdin, sorti en 2015. Et j'en profite pour dire qu'il y a un deuxième livre qui s'appelle donc Le spiritisme et ses messages d'amour, avec une très belle couverture, on va dire moderne, créée par un artiste local qui s'appelle Émilie, il me semble. Émilie Vassé. Et donc alors, Thibaut, du coup, c'est vrai qu'il y a un côté... on va parler de quoi, du coup, maintenant ? On voulait revenir sur vos vies pour essayer de... Peut-être que vous nous expliquiez comment, finalement, ça s'est tramé, ça s'est déroulé, et comment, justement, peut-être ce rôle, peut-être le mot n'est pas juste, de médium a pu s'installer dans une vie peut-être tournée vers le matérialisme au début ou pas, tout dépend des chemins familiaux. Alors, déjà, moi, je voudrais revenir sur le fait que s'accepter médium, c'est s'accepter déjà un peu différent de l'entourage qu'on peut avoir. Et le problème de notre société occidentale, c'est qu'elle a bâti tout un inconscient collectif autour des fantômes, autour de la médiumnité, de tout le paranormal. Elle a bâti un inconscient collectif basé sur la peur. Dès que vous prenez un film, dès que vous prenez une émission, c'est forcément de la sensation, c'est forcément des musiques dramatiques, c'est forcément des choses qui angoissent, des choses qui font peur, des choses qui bouleversent, qui sont là pour venir vous faire mal, qui sont là pour vous détruire. Oui, pour vous détruire. Donc, quand vous êtes adolescent et qu'en pleine nuit, vous entendez la porte de votre chambre qui s'ouvre, alors que rien ne se passe, et que, comme tout le monde, vous connaissez cette tradition de notre société, forcément, on a peur, quoi. Et pour moi, c'est vraiment le gros écueil, c'est que il y a, surtout chez les jeunes, les jeunes, quand ils ont comme ça des phénomènes qui commencent à se produire dans leur vie, le premier réflexe, c'est la peur. Donc dans mon cas, effectivement, ça n'a pas été tranquille toute mon adolescence, et il faut toujours savoir que on a un libre arbitre, et que notre cerveau est bien fait, et que quand on veut refuser quelque chose, on a la possibilité de mettre des couvercles dessus et de refuser les choses. Évidemment, il ne faut pas que ça soit que du mental, il ne faut pas que ça soit que ma tête qui dise non, j'en veux pas. Il faut vraiment que ça soit un élan complet du corps et un élan complet de mon âme. Et c'est ce qui se passait dans mon cas. J'ai mis le couvercle sur ma médiumnité pendant de nombreuses années. Et puis après on grandit, et puis après on fait des rencontres, et puis on commence à s'ouvrir, et du coup nos facultés, je vais dire, se réouvrent et permettent à nouveau de ressentir des choses et d'y aller un peu plus en confiance. Voilà, mais donc s'accepter médium, c'est pas évident, parce que avoir des messages, avoir des perceptions différentes des autres. Moi, en plus,
je suis de tradition judéo-chrétienne, mais avec une famille très judéo-chrétienne. Et alors, là, on parlait tout à l'heure de l'impact de la religion. La religion a toujours mis a toujours diabolisé, c'est vraiment le cas de le dire, tout ce qui était un peu en marge, en fait, parce qu'il fallait rester dans le cadre. Et donc, que ce soit les magnétiseurs, que ce soit les médiums, ont rapidement été diabolisés parce que c'est des gens qu'on ne comprenait pas ce qu'ils faisaient. Et du coup, ils amenaient aussi des messages, ils amenaient des choses qui n'étaient pas contrôlables. On parlait tout à l'heure du fait que quand on reçoit un message, on ne sait pas comment ça va se produire, on ne sait pas comment, on ne connaît pas la teneur du message. Il y a toujours cette part d'incertitude. Si on veut contrôler la médiumnité, je défie quiconque, on en parlait tout à l'heure avec Guy, et on est d'accord là-dessus, on défie quiconque d'essayer de mettre un contrôle sur ce qui nous arrive. Autant, voilà, on peut le refuser, mais une fois qu'on accepte, on accepte et on laisse aller. Donc, par rapport à ce que ça m'apporte aujourd'hui, moi, la gratification, je vais dire, de cette pratique, c'est d'abord de pouvoir aider les gens, à avancer sur leur chemin spirituel, de pouvoir les aider à guérir des blessures, de pouvoir les aider à trouver une espèce de paix et de sérénité. Et je peux préciser que tu proposes des guidances, mais aussi des contacts avec les défunts et encore des soins énergétiques, mais ça c'est autre chose. Oui. Du coup. Tout à fait. Alors en fait, les guidances, c'est être en contact, avec des êtres supérieurs qui sont avancés spirituellement, qu'on appellera les guides, que certains appellent les anges gardiens. Enfin, il y a toute une terminologie. Qu'on n'aura pas le temps de développer ici. Mais en fait, une guidance, alors rien à voir avec la voyance. Déjà, si on peut mettre au clair que la médiumnité et la voyance sont deux choses différentes. La voyance est là. Et la capacité, enfin, Guy a une définition plus précise que moi, je vais lui laisser le soin de la donner. Oui, ce serait, dans les expériences que j'ai pu vivre pendant pas mal d'années, en fait, c'est l'interprétation de potentiels qui sont là à disposition de la personne qui est en face du voyant. Et le voyant ne fait que transcrire ce qu'il perçoit. C'est une véritable perception, mais ce n'est qu'un potentiel variable dans le temps, puisque le libre arbitre existe toujours. Et la conséquence de ça, c'est que si le libre arbitre de la personne en face va modifier son trajet de vie parce qu'il a envie, on qualifiera le voyant de mauvais voyant, alors qu'en fait, il n'a fait que reproduire ce qu'il percevait. Alors que la médiumnité, c'est le contact avec des êtres, des esprits qui sont aussi appelés entités. Je ne trouve pas ça très élégant, mais ces esprits transmettent des formes pensées qui sont traduites par le médium ou par l'écriture automatique, peu importe, dans le langage compréhensible par la personne qui est en face. Dans ces messages, il peut y avoir de la voyance, mais ce n'est pas le sens du message, c'est dans le simple but d'apporter une évolution spirituelle nécessaire au moment où c'est donné. Voilà, c'est ça, toutes les séances de guidance, c'est ça en fait, c'est être en phase avec l'individu qui est en face de moi, et lui transmettre les messages de ses guides ou des miens, peu importe, mais de lui donner des clés en fait pour comprendre sa vie d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour avancer dans sa vie, pour transformer les choses qui dans sa vie ne conviennent pas. Tu vois bien que c'est efficace, que tu peux garantir l'efficacité, d'après ce que tu vois, garantir entre guillemets, alors, tu observes l'efficacité. Alors donc, il y a deux choses dans ta question. L'efficacité immédiate, oui. Ça, je peux le dire et je peux le garantir parce que je ne connais pas la personne qui est en face de moi et je vais lui parler d'elle comme si je la connaissais depuis toujours et on va me donner des phrases clés, des mots clés que cette personne a besoin d'entendre à ce moment-là. Et l'impact de ces mots, c'est impressionnant ce que ça fait, c'est impressionnant la transformation du visage de la personne. On voit bien que ça touche. Et vu que je suis magnétiseur, je ressens aussi son énergie en même temps et je sens dans son énergie ce que ça provoque.
quel est le chakra qui va être concerné. Mais vraiment, le changement de vibration est immédiat et important. Sur l'efficacité à terme, ça, je n'en sais rien. Parce que qu'est-ce que la personne va faire du message quand elle va sortir de mon cabinet ? Est-ce qu'elle va se dire « non, tout ça, c'est du bidon et je ne remettrai pas ma vie en cause » ou je ne me remettrai pas en cause, parce que souvent, on ne parle pas de la vie en général, on parle de l'individu. Le rôle du médium, pour moi, il est là. Il est d'aider l'individu à avancer et à se remettre en cause et à progresser dans sa vie. Seul l'individu est responsable de ce qu'il va faire après. S'il continue sur son chemin, malgré ce qui lui a été donné, c'est le libre arbitre. C'est son choix. Très bien. C'est une notion très, très importante là, que tu mets en avant, Philippe. C'est bien de le rappeler, parce que c'est vrai que la notion du libre arbitre dans la thérapie, si elle n'est pas mise en avant, si la personne, on ne rappelle pas justement le libre arbitre qu'elle a dans sa dynamique personnelle, alors à ce moment-là, on rentre dans une dérive sectaire ou autre, qu'en fait on peut avoir, quelle que soit la dynamique, c'est-à-dire quelqu'un peut être bardé de diplôme, s'il oblige l'autre personne finalement à faire quelque chose sans lui laisser son libre arbitre, on rentre dans une dérive sectaire. Et c'est là où je pense que c'est important, quelle que soit l'approche qu'on peut avoir, de ramener ça, c'est-à-dire le fait que moi, c'est ce que j'ai ressenti par rapport à notre rencontre. Maintenant, tu es libre d'en faire ce que tu veux, afin que la personne, comme ça, elle puisse transformer sa vie si elle le souhaite, ou rester comme elle veut si elle le souhaite aussi. Parce que là, on a vraiment le pivot entre ce qui peut être thérapeutique ou ce qui peut être aliénant. Tout à fait. Alors, pour revenir sur la manière d'être ou médium ou de ne pas être ou de le devenir, c'est très bien que l'on soit invités ensemble, parce que j'ai cru comprendre que chez toi, c'était naturel, c'est venu, et tu as camouflé tout ça avec un joli petit couvercle pendant pas mal d'années. Un très beau couvercle. Et puis, c'est revenu quand le moment était là, quand tu étais à disposition pour t'en servir. Et j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de médiums, par le fait que mon association en fait venir beaucoup. Tous n'ont pas cette même perception. Et je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ce que je dis. À savoir que la médiumnité devrait être soit un don, soit un privilège, soit innée, soit transmise de père en fils. Enfin, il y a tant et tant de réponses à ce sujet-là, mais surtout pas s'apprendre. Alors moi, je m'insurge, mais j'apporte la preuve par ma propre pratique que ce n'est pas la seule règle qui gère l'acquisition de la médiumnité ou de la sensibilité médiumnique ou du spiritisme. Le spiritisme, Kardec disait jusqu'à dire que c'était une science d'observation. Si c'est une science d'observation, c'est que les phénomènes sont analysables et que l'on peut s'exercer à les pratiquer. Il se trouve que derrière ces mots se cache d'abord et avant tout une intention intérieure d'évolution, et qu'à un moment donné, même si on n'est pas praticien de la médiumnité, si on ne pratique pas le spiritisme, si on n'est pas spirite, il peut arriver que l'heure arrive, c'est pas très élégant de le dire comme ça, mais le moment est venu pour que cette médiumnité se révèle d'une façon ou d'une autre. Mais ce ne sera certainement pas le mental qui va mettre ça en marche, parce qu'il ne sait pas du tout de quoi il parle. Il ne connaît pas comment le fonctionnement de la médiumnité. Je veux dire par là que les événements qui vont se passer, que l'on appellera le hasard, ne sont en fait que la conjugaison de tout ce qui est nécessaire pour notre évolution. Et il arrive à un moment donné où on comprend que l'on a une capacité à mettre en place et à travailler. Donc évidemment, c'est un apprentissage qui fait qu'on va démarrer comme d'une façon tout à fait scolaire, par le CP. On va mettre, si je prends l'exemple de l'écriture automatique, on va commencer par faire des dessins qui ne veulent rien dire, et puis après on va faire des lettres, et puis après on va faire des mots, puis des messages qui vont rien dire, et puis après des messages qui vont être construits, etc. C'est tout un processus d'apprentissage, mais je dirais que la médiumnité, pour résumer, puis essayer d'abréger, c'est une capacité innée chez tout être humain. Je suis absolument opposé à la notion de privilège.
et que c'est la même capacité, c'est du même ordre que la peinture, la musique, avoir du sang-froid, ou que sais-je encore. Je suis entièrement d'accord avec la définition de Guy. Voilà. Et ça pose la question de notre condition humaine. Alors, qu'est-ce qu'on est réellement? Parce que on est si tout le monde est capable potentiellement d'être ça... On est ce que l'on décide d'être. Le problème de fond, c'est qu'on ne décide pas forcément consciemment dans notre vie, ici, de ce que nous sommes réellement. La décision se prend en amont. Si on fait du spiritisme et de la médiumnité, on incorpore obligatoirement l'idée et le principe qu'il y a une vie dans l'au-delà qui précède et qui succède à la vie d'ici. Et cette vie d'ici ne décide pas de la vie dans l'au-delà, c'est exactement l'inverse. Donc on vient pour suivre un chemin, on se donne des objectifs, mais après, les événements sont là pour confirmer, concrétiser à notre bonne volonté ces objectifs que nous mettons en place. Et ce qu'apporte la pratique du spiritisme, c'est l'ouverture à cette connaissance. Je ne dis pas la connaissance, je dis cette connaissance personnelle qui nous ouvre des vérités que nous avions enfouies. Et un médium qui est médium de naissance, à mon sens, n'est ni plus ni moins qu'une personne qui a développé ses capacités médiumniques dans d'autres vies qui précèdent. Et sur cette feuille de route qu'il a mis en place pour la vie actuelle, il est venu dans sa valise avec la capacité d'exercer la médiumnité sans avoir besoin de s'entraîner ou de l'apprendre. Et pour compléter ce que dit Guy, là, c'est pour ça que je suis en phase totalement avec ça, et pour moi c'est une partie de mon boulot. Il y a deux choses. La première, c'est... effectivement que les défunts, s'ils ont envie de parler, enfin du moins de faire comprendre qu'ils sont là à un de leurs proches, ils ne vont pas attendre qu'un médium passe dans le coin. Ils vont se manifester. Et on voit bien que les gens s'ouvrent tout de suite et que de plus en plus de personnes prennent conscience qu'il y a des phénomènes qui se passent chez eux et qu'ils sont totalement en mesure de les percevoir. Que ce soit des sensations de présence, que ce soit on n'a pas parlé tout à l'heure du clair ressenti, c'est-à-dire en fait la sensation que quelqu'un nous touche. Voilà, que ce soit les odeurs. Beaucoup de gens ont des phénomènes comme ça. La seule différence, c'est que maintenant, on commence à en parler et à en parler sérieusement. Donc les gens arrêtent de penser qu'ils sont fous quand il leur arrive des choses comme ça. Et c'est tout le rôle des associations comme les signes, et c'est un rôle fondamental, c'est de faire comprendre aux gens que ce qui se passe chez eux, c'est normal et c'est naturel. Et c'est là où j'en viens sur la deuxième partie, donc, qui pour moi est vraiment un axe de mon travail, peut-être le plus important. On discutait tout à l'heure de cet inconscient collectif qui axe sur la peur. Pour moi, mon rôle, c'est vraiment d'arriver à faire comprendre aux gens que quand ils ont des phénomènes comme ça, non seulement ils ne sont pas fous, mais en plus, ils n'ont aucune raison d'avoir peur. C'est toujours bienveillant. Certes, il peut y avoir des phénomènes, des fois, qui sont un peu plus forts et qui nous dépassent un peu, mais dans 99% des cas, je pense que tu es d'accord avec moi, Guy, c'est toujours bienveillant. C'est juste quelqu'un qui essaie de faire comprendre « Salut, je vais bien, arrête de t'en faire, je vais bien, je suis là ». D'ailleurs, du coup, on va faire la deuxième pause musicale. On va rester dans le domaine de la médiumnité, puisque là, je ne sais pas si vous connaissez, je vais chercher ma fiche tout de suite. C'est une Anglaise qui a composé des œuvres, des pièces pour piano. Oui. Et qui déclarait que c'était des compositeurs très connus comme Beethoven, etc. Chopin surtout. Chopin, Debussy, Liszt, etc. Mais quand les musicologues se penchent sur les œuvres, voilà. Ils n'arrivent pas à faire la différence. Oui, c'est assez impressionnant. Et du coup, je vais vous proposer soit une pièce de Debussy... mais post-mortem, quoi, du coup, composé dans la dimension spirituelle, ou alors Liszt, si vous pouvez décider, ou peu importe. Debussy pour moi, Debussy. Mais... Très bien. Alors, c'est la danse exotique, composée par Rosemary Brown, ou Debussy, ça je vous laisse décider. Tout message a son importance. Écoutez et retenez ce qui suit. Votre humanité se prépare à franchir un nouveau pas dans son évolution. Vous le sentez comme l'hirondelle sait quand elle doit rejoindre des terres plus chaudes et accueillantes.
Tel un vol d'hirondelles, vous rassemblez sur le grand arbre de la vie et les branches qui supportent les plus jeunes sont encore fragiles. Vous qui êtes sur les parties les plus hautes, vous devez alléger votre fardeau pour que les branches ne cèdent point sous le poids. Vos vols vers un lieu plus lumineux ne sauraient tarder. Les êtres qui sont sous les branches du bas agiteront frénétiquement leurs petites ailes afin de suivre les plus audacieux. Apprenez-leur à battre des ailes sans les rendre dépendants de vous, qu'ils apprennent avec sagesse et qui voyagent légers à vos côtés. Alors là, c'était un extrait du premier livre de Kiefer Verdun, Ils ont tant de belles choses à nous dire. C'était en fait la retranscription d'un des messages reçus lors de séances d'écriture inspirée. Merci. Voilà, parce que du coup, maintenant, j'aimerais bien aborder la dernière partie de l'émission pour une discussion un peu autour du contenu des messages, parce que finalement, on n'en a pas trop parlé, mais les messages que vous recevez dans vos pratiques vous amènent quand même à comprendre certaines choses qui sont pas que tout le monde n'a pas accès, quoi. Du coup, j'aimerais bien savoir axer cette discussion avec ça. Alors, commençons par, je dirais, le plus simple, qui est le fait de recevoir des messages à travers une planche Ouija ou à travers une écriture automatique. La planche Ouija, bien entendu, c'est un cran au-dessus que le guéridon ou la table frappante. Ça reste quelque chose de lent, de fastidieux, mais c'est tellement démonstratif que c'est pas très grave quand on reçoit des messages. Par contre, les messages peuvent être longs et très complets, mais ça prend du temps. Bon, ça, c'est l'aspect mise en scène. Lorsque l'on est en spiritisme, que l'on pratique, au début, on a des messages plutôt simples, d'êtres que l'on connaît, que l'on a connus, qui vont nous rassurer, qui vont nous confirmer qu'ils sont toujours vivants et la plupart du temps qu'ils sont bien. Généralement, quand ils communiquent avec nous, c'est qu'ils sont déjà dans un état suffisamment de quiétude suffisamment avancé, même spirituel. Donc ce sont des messages assez simples et il arrive naturellement une certaine évolution lorsque l'on a écouté 20 fois que votre père ou votre frère vous aime encore. Ça ne sert pas à grand-chose de l'écouter une 21e fois. Donc, il y a des esprits qui prennent le relais, et généralement, ou du moins dans les pratiques que je connais, ce sont ce que l'on appelle des guides, c'est-à-dire des esprits un petit peu plus avancés, qui connaissent beaucoup de choses sur nous, beaucoup plus que nous en connaissons d'ailleurs, et qui vont arriver à donner du corps à des messages. Et ces messages seront souvent très gratifiants pour nous au début, c'est-à-dire qu'ils vont nous remercier d'avoir été suffisamment persistants pour arriver à pratiquer ou se mettre à leur disposition. Mais au bout d'un certain temps, ces messages-là vont prendre un caractère général, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se satisfaire de vous rassurer, de vous réconforter, de vous faire plaisir. Ça va au-delà. Et à mon sens, et je pense que Kardec l'a bien mis en avant aussi, le sens et le but du spiritisme, c'est l'évolution de l'être humain. On peut toujours féliciter ou récompenser ou remercier le porte-plume, mais ça ne sert pas à grand-chose. Même le porte-plume ne va pas s'en satisfaire très longtemps. Il faut aller au-delà. Et c'est vrai que le Ouija permet d'avoir des messages extrêmement avancés. Enfin, il y a une définition dans le livre là, du spiritisme. Le spiritisme se justifie dans votre époque par les vérités qu'il permet de toucher par votre seule intention d'évolution. C'est un texte magnifique. Donc c'est un message, c'est pareil, un message ouais, tout à inspiré. Fait. Il est très clair et très évocateur. Ensuite, à l'écriture automatique, eh bien, on a un petit peu le même processus qui se produit. C'est-à-dire qu'au début, on a des messages simples parce qu'on est à l'école. Vous savez, en CP, on ne va pas vous apprendre la philosophie. La philosophie, c'est pour plus tard. Par contre, on va vous apprendre à bien écrire. Et ensuite, on va vous apprendre ce que c'est une explication de texte. On va vous apprendre peut-être à comprendre les subtilités. Et il arrive à un moment donné où on va vous faire lire des œuvres écrites par des hommes qui ont eu cette ouverture d'esprit, des écrivains de haut niveau. Avant d'en arriver là, évidemment, il a fallu suivre ce cursus, mais si je rapporte ça au spiritisme, on revient sur des messages qui ont une portée qui nous dépasse. Et c'est là où on sent vraiment, on a comme un retour on a un sens d'utilité publique. C'est peut-être un peu pompeux de dire ça. Est-ce qu'on peut appeler ça le divin, le contact avec le divin un peu oui, enfin bon, le contact avec le divin. Moi, il y a des mots que j'évite parce qu'ils ont des connotations qui ne sont pas forcément celles que je voudrais y donner. Mais en fait, on a des informations que l'on ne peut pas décemment garder pour soi et on comprend la nécessité du spiritisme. On sait que le travail que l'on a fait n'est pas
un travail uniquement pour soi. Alors évidemment, ça participe de notre propre évolution, bien sûr. Mais si c'est que ça s'appelle de l'égoïsme. Ça ne peut pas rester à ce stade-là. Donc le spirit qui pratique est obligé de communiquer et d'aider son voisin, son frère à cette évolution, en relation avec son libre arbitre, évidemment. Et je pense que Philippe ne me contredira pas, puisqu'en fait, il fait exactement le même travail. Garder des informations, ça ne peut pas être une règle dans le spiritisme. Alors après, le panel, il est très très vaste en fonction des esprits qui ont besoin de communiquer. Alors, je vais rajouter juste 2 choses. La première, effectivement, c'est que tout spirit, pour moi, et tout médium doit d'abord et avant tout travailler l'humilité. L'ego est notre plus grand ennemi, parce que avec l'ego, avec le mental, on peut être capable de partir en écriture automatique avec des textes qui sont fournis par nous-mêmes. Déformer l'information, quoi. Complètement. Déformer l'information qu'on reçoit, ou même des fois, juste, c'est notre inconscient qui écrit et ce n'est pas un guide. C'est très vite fait de se glorifier d'avoir reçu un message de Jeanne d'Arc ou de Napoléon alors qu'on ne sait pas encore marcher, pour reprendre la métaphore de Guy. Donc déjà, ça c'est la première chose, travailler l'humilité. Est-ce que le message que je reçois est vraiment juste? Est-ce qu'il sonne juste? Est-ce que il est cohérent? Est-ce que l'énergie qui était là dans la pièce était une énergie positive, une énergie porteuse, et puis qui suis-je moi pour me glorifier de recevoir un message. Donc ça c'est le premier point qui est très très important. Ensuite, quand on est en guidance ou en médiumnité, encore une fois, les défunts qui viennent nous voir, c'est vraiment pour nous aider à grandir. Et ce n'est pas pour vous dire où est cachée la clé du coffre du grand-père. Eux, ils s'en foutent. Je ne vais pas le dire autrement, ils s'en foutent. Ils sont partis de ce monde matériel. Ils ne sont pas là pour vous aider sur des choses bassement matérielles. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour ça. Donc voilà, si on parle de contenu de messages, c'est vraiment des messages qui sont là pour nous aider à avancer, nous aider à grandir, et chacun à notre échelle. D'ailleurs, Allan Kardec, il avait bien précisé que le spiritisme n'avait de sens que parce qu'il était là pour aider à l'évolution de l'humanité. C'est pas dans les résultats du loto ou dans l'ouverture chez un notaire d'un testament que l'on comprend le sens de l'évolution de l'humanité. C'est dans une progression personnelle. Et les messages sont toujours empreints d'une subtilité. Tu as parlé d'humilité. Je pense que le médium, déjà, s'il n'est pas dans un cheminement d'humilité, ne peut pas percevoir les messages. Je pense qu'il ne peut pas les percevoir. Donc il y a ça. Et puis son rôle à lui, c'est de transmettre l'information sous forme en fait de guidance, mais il n'a pas le mérite de l'information. Moi, je ne revendique pas ce que je dis. Je ne fais que le transmettre. Et c'est lourd à porter, ça. C'est pas évident parce que on a tendance à glorifier le messager et on oublie un peu le message. Et ça, c'est le monde moderne qui veut ça. C'est un des surnoms du prophète de l'islam, le messager. Oui, un mot que j'aime bien aussi, ça. Le prophète. Et, ça me fait penser à tout le courant en fait chrétien. À l'aube de 1960, il y avait tous les courants charismatiques qui se sont remis, où pentecôtistes et évangélistes, où les personnes étaient inspirées comme ça par le Saint-Esprit et se mettaient à parler en langue étrange, donc ça s'appelle la glossolalie, où le vocabulaire n'était pas très bien compris, mais en tout cas des guérisons et des réactions se faisaient de l'entourage qui se sentait mieux suite à leur incorporation par cet Esprit Saint. L'auteur, je crois que c'est Jean-Yves Leloup, expliquait que justement le passage d'une glossolalie, on va dire, complètement
vulgaire, on va dire, qui n'est pas comprise, à un phrasé, on va dire, compris. Et justement, dans la religion chrétienne, le passage justement d'un être qui devient un prophète, qui arrive à dire finalement ce que Dieu voulait dire. Mais ça appartient à la religion chrétienne. C'était juste une petite aparté. Petit aparté qui a son importance. Et je pense que tout spirit qui se respecte ne rentrera pas en conflit avec quelque philosophie religieuse qui soit, puisqu'en fait, son travail, c'est de cultiver la liberté de penser, l'indépendance, l'humilité, les vertus naturelles de l'homme, sans en tirer profit personnel. Ce qui n'empêche pas qu'il y en a qui tirent profit personnel, mais ils ont affaire à leur propre conscience. Donc, je n'aime personnellement pas parler des autres cultures. D'ailleurs, je ne les connais jamais suffisamment pour pouvoir en parler. J'ai déjà beaucoup de mal à exprimer ce que je sais. Donc, c'est déjà suffisant, je pense. Mais ça n'empêche qu'effectivement, on a été témoin et on est toujours témoin de différentes sortes d'évolutions, de compréhension, de mise en scène, qui, ma foi, si elles sont utiles, pourquoi s'en priver? Mais c'est juste une remarque aussi. Alors ça va être bientôt la fin de l'émission, c'est rapide. On a encore plein de belles choses, on aurait plein de choses encore, de belles choses à se dire, mais malheureusement la radio fait qu'on doit mettre un fin à cette discussion bientôt. Peut-être, oui, donc je vous invite déjà à nous suivre sur Facebook, puisque en tapant émission Esprit et Tula Radio Campus, et là vous verrez que sur notre page on mettra tous les liens vers les invités, vers les pages des invités, et notamment je peux parler du prochain événement dans lequel vous allez intervenir, Guy Faverdin. C'est le 28 septembre à la fête du livre à Issoire. Où vous allez faire des discussions, des dédicaces et une discussion. Oui, je tiendrai tout simplement un petit stand avec... je présenterai mes livres et je les dédicacerai au milieu de plein d'autres écrivains qui, je le sais, ne parleront pas du même sujet. D'accord. Et il y a un site internet, guyfaverdin.fr, une page Facebook. Il y a une page Facebook Philippe Sarade, c'est ça? Medium Magnétiseur. Medium Magnétiseur, oui. Ou pour prendre contact. Alors j'ai pas vu d'événement. Non, en fait, c'était le week-end passé. L'événement. Non, mais pour l'instant, il y a des choses qui se mettent en place, mais voilà, c'est annoncé au fur et à mesure sur ma page. Oui. D'accord. Bon, bah, je crois que Thibaut, tu veux rajouter un mot? Bien. D'accord. C'était l'émission Esprit et Tula sur Radio Campus. À bientôt. Merci, au revoir. Merci.